Voilà. Oui, aujourd'hui on est le mercredi, on est le combien aujourd'hui? 1er avril, 17h38, c'est donc la nouvelle formule qui commence. Et effectivement, ce soir ou cet après-midi, j'avais envie de réagir au chouette fil tweet qu'avait proposé Manga Curator sur la question du rôle des influenceurs dans le champ, parce que c'est le terme qu'il a utilisé, dans le champ de la culture populaire aujourd'hui. Je trouvais que c'était intéressant de proposer quelque chose, enfin surtout pour essayer, fatalement, lui il a fait des tweets quoi. Donc je voulais développer un certain nombre de notions, et du coup c'était l'occasion effectivement de proposer une première rubrique sur laquelle je reviendrai plusieurs fois, qui est la rubrique qui est une rubrique concept, on va dire. Donc je voudrais effectivement essayer de me débrouiller pour pouvoir proposer à travers ces streams la mise en place d'un certain nombre de notions de sciences sociales, déjà à partir de la culture pop, le chant, l'interaction, le monde, euh, la domination, le pouvoir, la violence, etc. Je voudrais vraiment travailler sur ça. Pourquoi pas mêler aussi un certain nombre de notions littéraires, mais qu'il s'agirait de reconstruire, quoi. Le narrateur, la fuite, la quête, l'aventure. Voilà, mais en les reconstruisant toujours un petit peu dans le sens des sciences sociales. Donc ça, c'est des choses qui m'intéressaient drôlement. Et ensuite, continuer à faire des analyses un peu macro. euh, Ouais, grave. Bah, Manga Curator, c'est vachement intéressant ce qu'il propose et le point de vue qu'il apporte. Salut Dark Juju, je suis content de te voir. C'est chouette que tu sois là. Ouais, non, c'est hyper intéressant. Donc c'est vrai que j'avais vraiment envie, il m'a vachement stimulé son stream, son fil tweet, quoi. Et donc j'avais vraiment envie de creuser un petit peu à partir de ce qu'il a pu proposer, quoi. Et notamment aussi de réinstaller la notion à partir d'une série d'exemples. Donc voilà, donc ça c'était la première partie. Donc, comme je disais, je continuerai à proposer des analyses un peu macro, mais pas forcément ce soir, de comparaison d'œuvres, etc. Et j'essaierai de me débrouiller pour essayer de multiplier des analyses plus micro, des analyses de planches, des analyses de plans de cinéma, des montages, des raccords, etc. Je trouvais que c'était assez intéressant d'aller dans cette direction-là, et aussi au niveau du texte dans la même foulée, quoi. Donc voilà, ça c'était juste un petit peu pour le programme de ce qui viendrait un petit peu plus tard. Je verrai après au niveau des heures, quoi. Je vais tenter ma chance sur ce créneau 17h30, 19h30, et puis ensuite j'essaierai de voir comment, s'il y a moyen de le faire autrement ou dans un autre sens, quoi. Je sais pas ce que c'est ce bip. Il va falloir que j'organise encore un petit peu mes trucs pour que je puisse suivre pleinement ce qui se passe sur ce stream, notamment rajouter les follow, les subs et tout, quoi. Donc ouais, n'hésitez pas si vous voulez soutenir ce travail-là. J'avais ouvert un Utip. Donc voilà, vous êtes les bienvenus pour accompagner ce travail-là. Alors allons-y, et allons-y un petit peu dans l'ordre, quoi. Et reprenons plus le programme de ce soir. Donc effectivement, repartir du concept de... Ok, cool. Ça fait plaisir, franchement. Non, bah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ouais, bah, il y a pas de souci. Puis après, il y aura peut-être d'autres endroits. Ça serait cool de pouvoir multiplier les endroits où il y aura possibilité de réagir, quoi. Surtout si certains... Bon, je pense pas que ce soir ce soit très polémique ce que je vais apporter, parce que je pense que j'ai surtout envie de creuser de la notion, et puis de montrer un écho sur lequel j'ai un petit peu travaillé. Et ensuite, on verra dans quel sens ça ira, quoi. Ouais, j'avais effectivement envie de repartir sur le concept de chant qu'a proposé Manga Curator à partir de son stream, à partir de son fil Twitter. Et j'essaierai d'articuler le concept de Bourdieu du chant à celui d'un sociologue américain qui s'appelle Howard Baker, qui lui travaille pas sur les champs, mais a préféré travailler sur et construire le concept de monde. Et je trouvais que c'était intéressant
Alors c'est un truc qui est fait assez souvent en sociaux de la culture, de comparer les deux notions, et souvent c'est assez mal fait parce qu'on ne prend pas en compte le fait que les deux parlent de cas théoriques qui sont très très différents les uns des autres. Donc du coup, je vais vous proposer ça dans une première partie, puis dans la deuxième, j'essaie de m'amuser à vous à commenter, à analyser deux montages parallèles. C'est pas des montages alternés, contrairement à ce que je dis sur l'annonce du programme, quoi. Deux montages parallèles, un tiré de The Wire et un autre tiré d'Aime le Maudit, et essayer d'articuler le concept de chant à l'analyse de ces deux séquences de cinéma. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je tenais vraiment à faire. Et si j'ai un petit peu de temps sur la fin, je passerai au macrotropie, comme j'ai appelé ça. Et donc, je suis en train de faire un énième revisionnage de Bartender, et j'avais envie de montrer comment, dans certaines œuvres, l'univers dans lequel est plongée l'œuvre, l'univers d'inspiration, est aussi un langage propre, qui rentre en conflit, en tension, qui nourrit en fait le langage du récit. Et donc je voulais vous montrer qu'en fait le cocktail dans Bartender n'est pas seulement un décor, c'est aussi une langue. De même que le sport dans certaines œuvres, le jeu, le go est une langue dans Hikaru no Go et pas seulement un décor. Donc voilà, si j'ai un petit peu de temps, je finirai un peu par ça. Bon, bah on va attaquer tranquille, quoi. Bon, on est trois, hein, mais de toute façon, c'est cool, c'est le jeu. Hmm. Alors, on va repartir de la proposition de Manga Curator. Je trouvais que c'était chouette de partir de ce qu'il proposait, et puis ensuite, j'essaierai d'aller, enfin pas d'aller plus loin, quoi, mais en tout cas de compléter ce qu'il a pu apporter, parce que pour lui, lui, c'est un spécialiste de ces questions-là, donc c'est aussi une évidence. Donc j'essaierai de réexpliquer au fur et à mesure les différents points qui développent, quoi. Voilà, elle est là. Donc petite contribution à la question du rôle des influenceurs dans le changement d'image du manga en France. Est-ce qu'ils ont réellement permis de rendre la pratique de lecture de manga socialement désirable? Et puis comme on n'est pas des bêtes, on va quand même se mettre un petit générique, quoi. Parce que c'est cool quand même, les génériques. Petit générique. Le plaisir quand même du mettre du son tiré d'Igo Ashinonaku Colony, quoi. Euh, Vraiment, je pense que ça vaut le coup, rien que pour ce petit kiff là. Alors allons-y. Donc, alors c'était il y a la semaine dernière, 23 mars. Voilà, c'est la semaine dernière que Manga Curator nous a proposé un petit stream autour de la question du chant. Donc on va y aller tranquillement, et pour pouvoir préciser ce qu'est un chant, j'essaierai d'aller me promener dans une série d'univers pour essayer d'incarner un petit peu tout ça, quoi. Alors, petite contribution à la question du rôle des influenceurs dans le changement d'image du manga en France. Est-ce qu'ils ont réellement permis de rendre la pratique de lecture de manga socialement désirable? Manga Curator, quand il développe son fil, et c'est aussi l'un des grands intérêts de son fil, hmm, il va se promener du côté de la problématique de la légitimité, sur laquelle on reviendra un petit peu au fur et à mesure. Pour répondre à cette question, il faut comprendre comment les répertoires culturels se sont transformés en France au cours des 50 dernières années.
L'opposition qui a longtemps prévalu est celle entre une culture savante légitime et une culture populaire illégitime. C'est le fameux modèle explicatif présenté par Bourdieu dans La Distinction, où il expose comment les pratiques culturelles, indépendamment de leurs propriétés ou qualités réelles, sont hiérarchisées par les classes dominantes. Ce qui nous permet de faire un premier point à partir de la distinction. Ça veut dire que pour Bourdieu, il faut bien comprendre ce qu'est un espace pour Bourdieu, ce qu'est un espace social, avant même de comprendre le concept le concept même de champ. Euh, pour Bourdieu, la socialisation, c'est-à-dire ce processus qui conduit à faire de vous un individu intégré dans un milieu, ça implique l'intériorisation d'un point de vue, un point de vue qui est situé sur le monde social. Ça implique aussi qu'à ce point de vue, à cette place, correspondent un ensemble de dispositions, ce qu'il appelle l'habitus, qui sont au principe de manière de voir, de faire, de sentir, etc. Comprenons bien en fait le concept d'habitus. À l'époque où j'étais prof, j'ai un souvenir comme ça d'avoir fait de l'histoire des arts avec mes élèves de 5e. Et j'ai été très marqué par ça, parce que j'ai enseigné dans des collèges, on va dire, dont les élèves étaient d'extraction sociale très différente. Et mes élèves à la campagne, face à un tableau, ils vont vachement insister sur le fait que c'est bien dessiné, c'est bien fait. Ils vont même regarder le cadre, par exemple, qui les a toujours vachement impressionnés, quoi. Les mains, c'est quelque chose qui les fascine beaucoup. Donc, on est ici sur l'intégration d'une certaine modalité du goût qui correspond aussi à leur habitus. En revanche, effectivement, ils vont être beaucoup plus décontenancés devant des tableaux d'art moderne et assez vite vont se retourner vers c'est mal dessiné, c'est approximatif, etc. Alors que, à l'époque où j'enseignais aussi à des petits bourgeois, on était beaucoup plus sur oui, Picasso, il est capable de mettre, de peindre à la fois de profil et de face, et c'est cette superposition, etc. Et assez vite, en fait, on se rendait compte que des jeunes gens, dès la fin de la troisième et dès la seconde, il y avait une certaine comment dire, un certain œil qui était aiguisé et qui correspond aussi à un goût qui s'est socialement formé. On est donc bien à travers le concept de l'habitus. Alors la définition de Bourdieu, elle est un peu particulière. Structure structurée visant à devenir structure structurante. L'habitus, c'est ce qu'on intègre depuis son milieu social et qui définit une certaine modalité de rapport au monde, un certain rapport au monde. Le goût, les projets, qu'est-ce qui rentre ou pas dans notre espace du faire, par exemple, quoi. Un autre souvenir encore avec ces mêmes élèves que je voyais, parce que je suis resté longtemps quand même dans ce collège, que j'ai vu plus tard. Il y avait un aéroport low cost juste à côté de chez nous, à Beauvais. Bon, mes élèves, ils auraient pas, ils avaient pas, enfin, c'était pas leur délire d'aller prendre l'avion pour aller à Stockholm pour 50 balles. C'était pas le délire, quoi. Ils étaient dans autre chose. Voyez, là, on est dans l'habitus. On a donc un espace social. Euh, et l'analyse de cet espace social-là, elle permettra à la fois de montrer ce que la position dans un espace doit à la position dans les autres espaces sociaux, ce que la structuration d'un espace autonome produit comme effet sur la socialisation. J'essaie d'expliquer bien tout ça. Ça veut dire qu'en gros, à l'intérieur d'un espace social, il y a des trajectoires, il y a des places. Il y a des trajectoires et il y a des capitaux qui sont mobilisés pour soit tel ou tel calcul rationnel, soit à l'inverse, sans que ce soit rationnel pour une évolution à l'intérieur de cet espace-là. La métaphore spatiale, elle est importante chez Bourdieu, mais il ne faudrait pas la réduire à ça, en fait, dans la mesure où c'est aussi une métaphore physique. Il parle de tension, d'effet de lutte, etc. On reviendra sur cette question après. Voilà. Donc globalement, c'était pour revenir sur le concept d'habitus que reprend Manga Curator ici dans le début de sa démonstration. Et après, on ira jusqu'au chant.
Les pratiques culturelles associées aux classes dominantes sont ainsi valorisées, légitimées, alors que les pratiques culturelles associées aux classes populaires sont perçues comme des écarts au bon goût, c'est-à-dire celui des bourgeois. Aussi, les politiques publiques de la culture et de l'éducation en France ont longtemps mis en avant des œuvres issues de la culture savante, la littérature, le théâtre, la peinture, etc., au détriment des œuvres issues des cultures populaires et émergentes. Exemple, le manga. Alors, par rapport à ça, je voudrais juste revenir, et puis ensuite après je développerai sur d'autres points. Je voudrais juste revenir sur ce que dit là Manga Curator, parce que fatalement, à l'intérieur de son fil, il est obligé d'aller vite. Vous avez, en gros, dans les politiques culturelles françaises, vous avez plusieurs âges. Je vais me situer tout de suite après-guerre. Vous avez vraiment cette idée de ce qu'on appelait la démocratie de la culture, et qui a précédé l'époque de la démocratie culturelle. Ce qu'on appelle la démocratie de la culture, c'est porté par des personnages à la suite de Gaulle, porté par des personnages comme Malraux ou Villard, un grand metteur en scène, Jean Viard, et un directeur de théâtre. C'est cette idée que ce qui était important, c'était les grandes œuvres, et qu'il fallait se débrouiller pour que ces grandes œuvres-là, elles puissent parvenir jusqu'à chacun. Il y avait cette idée, en fait, chez Malraux et chez Villard, de recréer du sacré dans la communion avec des œuvres suite à la Deuxième Guerre mondiale. Donc les politiques publiques à cette époque-là, c'est les Perses d'Eschyle diffusées à 20h à l'ORTF, sur la télé publique. Œuvre assez aride quand même, quoi. C'était des espèces de grands-messes, c'est le début des festivals aussi. Voilà, on était vraiment dans cette approche-là. Et donc du coup, il y a eu un renforcement du caractère légitime des œuvres qui étaient sélectionnées par l'État et l'institution scolaire. Ça, c'est vachement important. On est à l'époque où on construit du classique, en fait. Et on est dans la ligne droite de la discipline des humanités, par exemple, dans les lycées à cette époque-là. Voilà. Donc ça, c'est ce premier temps. Mais il y aura un deuxième temps. Et ça, il faut bien le voir. Ce deuxième temps, c'est l'époque de langue, et c'est ce qu'on a appelé la démocratie culturelle, c'est-à-dire au contraire la valorisation de pratiques, le hip-hop, le graphe, etc., qui seraient des pratiques, comme dit Macron, c'est du bottom-up, qui seraient des pratiques en fait qui seraient beaucoup plus populaires, quoi, et qui se verraient l'enjeu d'une valorisation. En fait, elles sont moins l'enjeu d'une valorisation que d'une institutionnalisation. Ça veut dire que c'est aussi l'époque où on va voir des écoles de hip-hop se créer, on va voir des tentations liées, parce que tout ça c'est jusque dans les années 90-2000 hein, quand même, hein. C'est ça, ça va loin en fait ce truc-là. Hein. C'est-à-dire qu'en fait il va y avoir une valorisation par les institutions de certaines pratiques culturelles populaires, et en même temps une recherche de la part des acteurs dominants du champ de ces cultures populaires d'institutionnalisation, de légitimation. Et on va voir, c'est le travail de quelqu'un comme Grunstein par exemple dans le milieu de la bande dessinée, qui va faire un bouquin imbitable sur sémiologie de la bande dessinée et qui, dans la foulée de la maison d'édition de l'association, va chercher des ressorts de légitimation de la bande dessinée par l'intermédiaire du travail universitaire. On va donc avoir cette tension directement liée aux politiques publiques tout au long des années, à partir des années 80 en fait, et peut-être qu'on n'en est jamais vraiment sorti. Ça serait intéressant d'y réfléchir. Voilà, je pense qu'il fallait vraiment revenir un petit peu sur ça. Ça veut dire que la question du rapport de l'État avec les pratiques culturelles, elle est assez complexe et elle est directement liée effectivement à l'évolution du goût des élites. Donc, et ça, Manga Curator, il a raison de bien rappeler qu'il faut prendre en compte la question des politiques publiques. Je continue, je vais un peu plus loin. Si vous avez besoin et que vous voulez... que vous avez besoin de poser la moindre question, n'hésitez pas, quoi. Afficher sa proximité avec ce bon goût, c'est afficher sa distinction sociale, ou comme dirait Bourdieu, le goût c'est le dégoût des autres. Ne pas consommer de la culture de masse et montrer sa distance sociale vis-à-vis de celle-ci est une pratique de distinction. Le manga arrive en France à un moment intéressant de l'histoire des pratiques culturelles. Cette opposition entre culture légitime et illégitime existe encore fortement au moment où nous commençons à lire des mangas en français dans les années 90-2000.
Ça, c'est vrai. Mais j'attends d'aller un petit peu plus loin pour pouvoir faire des commentaires sur ça. C'est pour cette raison que les institutions familiales, scolaires et culturelles durant ces années nous ont fait clairement comprendre que notre rap, nos mangas, nos jeux vidéo, c'était de la merde à leurs yeux. Mais c'est aussi à ce moment que les choses vont commencer doucement à bouger. Dans ce livre important, le sociologue Philippe Coulangeon expose à travers de nombreuses enquêtes comment l'opposition culture légitime-illégitime a été brouillée par une nouvelle opposition. Dans la France des années 2010, Coulangeon montre un effet générationnel dans notre rapport à la culture. Si les individus de 55 ans et plus sont toujours opposés par une culture illégitime légitime, les plus jeunes sont davantage opposés par une culture omnivore univore. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur ça. Donc, c'est bien que Manga Curator cite Philippe Coulangeon. On pourrait citer aussi Lahire, qui cite un petit peu plus tard, je crois, sur cette question de l'omnivorisme. Mais là, je pense que, donc, en gros, il faut pas oublier quelque chose, c'est le changement structurel en fait dans la composition des élites. C'est quelque chose que vous pouvez retrouver par exemple dans le livre de Piketty sur la répartition des héritages, où Piketty explique bien qu'il y avait une bourgeoisie rentière, légitimiste, propriétaire, qui va céder la place progressivement à une bourgeoisie de cadres, d'ingénieurs, etc. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il va y avoir aussi un changement de modèle en fait, suite à l'arrivée de ces cadres en fait. C'est-à-dire que C'est-à-dire que le modèle traditionnel et ultime du normalien Sciences Po, ENA, qui a des lettres, qui a les Valéry Giscard d'Estaing, les Pompidou, les Fabius, etc., quoi. C'est quand même un modèle qui va être battu en brèche par une nouvelle bourgeoisie qui, honnêtement, n'a pas le background culturel qu'avaient les autres, n'a pas une attirance particulière envers l'opéra ou ce type de manifestation-là. Et on a, et ce serait intéressant d'ailleurs de le voir, quoi, et on a une nouvelle élite, en fait, qui s'est beaucoup moins investie, qui va beaucoup investir du côté du capital scolaire pour ses enfants, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler, mais qui va pas forcément s'investir de la même façon sur du capital culturel. Je pense que c'était important de le rappeler aussi, quoi. Et du coup, on a une modification de cette élite-là, et on a donc aussi une porte ouverte en même temps à l'omnivorisme et à la pratique par des classes aisées d'activités artistiques ou d'activités de consommation de moins en moins légitimes. Aujourd'hui, les petits bourges, ils jouent aux jeux vidéo et ils vont pas forcément à l'opéra. Donc, il y a une vraie mutation en fait du côté de cette élite-là. Je pense que c'était important de le rappeler à ce niveau-là, quoi. Je reprends la suite, mais il le dit de toute façon entre les lignes, hein. Dans la France des années 2000, etc. Les pratiques culturelles des nouvelles classes dominantes, moins de 55 ans, se caractérisent ainsi par la navigation dans plusieurs répertoires culturels, omnivorité. En gros, elles passent de France Culture au Wu-Tang, de Ingmar Bergman au MCU, de Baudelaire à One Piece. Pour ces nouvelles classes dominantes, la distinction sociale s'opère désormais moins dans la maîtrise exclusive d'une culture légitime que dans la maîtrise de plusieurs répertoires culturels. Cette maîtrise reste un privilège de classe. Alors, moi, c'est le point où je suis pas tout à fait d'accord avec Manga Curator. Je pense que là, à ce moment-là, euh, le, oui, effectivement, cette navigation et cet omnivorisme leur est plutôt comment dire, est plutôt l'apanage de ces classes dominantes-là. En revanche, et ça, je pense que c'est important quand même de le souligner. Euh, les c'est pas le fait d'être capable de connaître des morceaux du Wu-Tang et des arias de Verdi qui définissent le nouveau capital culturel en fait de ces classes dominantes là, de cette élite là. Je pense pas. Je pense juste que ce qui se passe, c'est plutôt une espèce de reconnaissance, et c'est ce qu'il dit au début de son fil. Ça veut dire que euh, un bourgeois d'école de commerce aujourd'hui qui est jamais vraiment allé à l'opéra, tout ça, etc. En revanche, il fera pas pression sur Twitter pour qu'on reconnaisse à sa juste valeur Naruto. Il aura toujours le petit mot du ouais, mais quand même.
C'est Victor Hugo, quoi. Vous voyez, c'est plus une espèce de mauvaise conscience, en fait, de classe vis-à-vis de ce qu'ils font, et une espèce de volonté de pas lâcher, en fait, et d'être bien conscient que il y a une hiérarchie entre les cultures, entre les différentes cultures, quoi. Je pense que c'est à ce niveau-là que ça va se jouer, quoi. Je continue un petit peu sa proposition, et ensuite moi j'irai me promener dans une autre direction, et j'essaierai d'aller du côté du champ. Je vais essayer de refaire. Hop. C'est juste. Il est où mon. Je vais essayer de retweeter là ce que j'ai mis. Voilà. Hop. Alors, nan. Cette transformation n'est pas spécifique au cas français, nous la retrouvons dans d'autres pays, notamment aux USA, où la distinction entre Aibo, culture savante, et Lobo, culture de masse, est moins opérante. Par exemple, le sociologue Shamus Khan démontre dans son excellent ouvrage Privilège comment les élèves de Saint-Paul, un lycée US pour élite, s'est transformé en quelques décennies. Alors qu'il y avait une vingtaine d'années, les élèves de Saint-Paul se caractérisaient par leur maîtrise exclusive d'une culture d'élite. Aujourd'hui, leur privilège est l'aisance avec laquelle ils naviguent entre une culture d'élite et une culture populaire. Le manga a évidemment été touché par cette dynamique. Alors, le truc, c'est que à ce niveau-là, alors moi, je connais pas ce livre, du coup, merci à Manga Curator, je vais essayer d'aller fouiller dans cette direction-là. Sauf que il s'agirait pas de confondre non plus la façon dont on fait de la sociologie aux États-Unis et en France, quoi. Ça veut dire que les cultural studies, elles existent aussi là-bas, et ça, moi, je connais absolument pas le lien qu'il pourrait y avoir entre la pratique de la sociologie de la culture là-bas et l'influence éventuelle que ça pourrait avoir sur les consommations culturelles elles-mêmes. J'avoue que ça, je sais pas du tout, quoi. Donc du coup, il faudrait voir effectivement comment la question de l'omnivorisme, elle infuse aux États-Unis et dans quel sens elle va. Le manga a évidemment été touché par cette dynamique. Ces nouvelles classes dominantes omnivores occupent désormais des positions de pouvoir et contribuent à redéfinir des légitimités culturelles. Tout à l'heure, les garçons. À définir des légitimités culturelles. Ce sont elles qui font entrer le manga au British Museum, au FIBD, dans les universités, dans votre passe culture, etc. Ce sont évidemment aussi elles qui développent des groupes financiers autour du manga et de l'animation japonaise toujours plus importants. Et c'est pour soutenir les activités de ces groupes que les influenceurs ont émergé. Alors, par rapport à ça, sans doute, ok, sans doute, et c'est intéressant de le prendre en compte et d'aller dans ce sens-là, sans doute. Ça veut dire qu'effectivement, la mutation des élites et des goûts des élites, fatalement, ces élites-là aussi ont fini à la tête de maisons d'édition, et la modification de leur goût va avoir une influence sur le processus de ce que de ce que la sociologue Nathalie Heinick appelle l'artification, l'influence des processus d'artification, c'est-à-dire comment on transforme une culture populaire méprisée en une culture artistique susceptible d'être valorisée dans différents champs institutionnels. Donc c'est intéressant de le voir comme ça. Mais je pense que là, à ce niveau-là, ça vaudrait le coup d'aller faire un détour par le concept de champ. Et de redéfinir en fait ce qu'on appelle un champ artistique. Parce que là, Manga Curator, mais parce que lui il sait, donc il va vite, quoi. Il marque pas l'étape en fait entre ceux qui sont à l'extérieur du champ, qui consomment et qui d'une certaine façon le font vivre, et de l'autre côté ceux qui sont à l'intérieur du champ et qui l'animent. Il arrive, dans certains cas très particuliers, que les consommateurs, notamment par exemple dans des cas d'art très pointus, on dira, quoi, il arrive qu'effectivement les consommateurs, les récepteurs, le public, soient en même temps créateurs. Et donc du coup, on a des poètes qui parlent à d'autres poètes, quoi, dans le cadre d'une espèce de chant de la poésie expérimentale qui serait une toute mini-famille. Bon, il y a ce cas-là. Mais sinon, je pense que ça vaut le coup d'aller faire de se faire un petit arrêt là sur ce qu'on appelle un chant, en fait, et d'essayer de définir ce qu'on appelle ce que Bourdieu appelle un chant, pour comprendre aussi ces mutations depuis l'intérieur. Pour Bourdieu, il y a donc le champ, en fait, ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'espace social, les positions, les dispositions, les mouvements, le fait de les prendre de façon relationnelle, etc.
et ce que je dis de la socialisation à l'intérieur de l'espace social. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'un champ, c'est un mini-espace social. C'est ça qu'il faut se dire. Et on a comme ça l'espace social qui serait constitué d'une juxtaposition de champs différents. On aurait comme ça le champ médiatique, le champ politique, le champ universitaire, le champ industriel, etc., le champ de la recherche, etc. Okay. Et la société pourrait être considérée comme étant un espace voyant une juxtaposition de champs avec bien sûr des espaces d'intersection entre ces champs. Là, on parle beaucoup en ce moment des cabinets et de leurs liens avec le pouvoir macroniste. Là, je citais tout à l'heure une information qui était sortie ce matin. C'est donc Amélie de Montchalin, ministre, qui avait attribué une mission de conseil à BCG Consulting, champ du privé, de 358 000 €, société où son mari est cadre dirigeant, et c'est elle qui va défendre le gouvernement dans le scandale McKinsey. On voit bien qu'ici, il y a intersection entre le champ politique et le champ des cabinets privés. Donc vous voyez qu'à l'intérieur de cette intersection-là, on dira que la loi propre au champ politique se retrouve perturbée par la loi propre au champ privé, et on a donc une hétéronomie du champ. On parlera d'hétéronomie du champ. Voilà. C'est quelque chose qui me paraissait important et sur laquelle... Attendez, j'ai mes portes qui claquent, je vais juste fermer ça. Ouais, on a nous aussi du vent et un peu de neige à Nantes, quoi. Voilà, donc qu'est-ce que c'est un champ? Maintenant, concentrons-nous sur ça, si on veut comprendre quelque chose là au champ du manga. Bon, on a bien, je pense, saisi dans quel sens était allé Manga Curator. On va essayer d'emprunter une voie qu'il a préféré délaisser pour pouvoir se concentrer sur la question de la légitimité. Et il a eu raison sur ça. Le champ, vous avez deux approches du champ. Soit vous le considérez comme un champ de force, soit vous le considérez comme un champ de lutte. Ou plutôt, il est à la fois un champ de force et un champ de lutte. Le champ de force, c'est l'espace des positions. Ah mince, désolé. Je m'en sors pas avec mes portes. Le champ de force, c'est un espace de position. Il est structuré par une distribution inégale de capital spécifique. Ça dessine un groupe hiérarchisé qui participe de ce champ selon les capitaux dotés. Okay, donc c'est un espace de position. Vous avez des capitaux, et alors ce qui est intéressant, c'est que il existe des capitaux spécifiques au champ. Par exemple, l'habileté littéraire, la capacité d'écrire, ou celle de peindre, ou l'ingé son qui a ses capacités techniques, etc. Il y a des capacités qui sont spécifiques au champ et qui sont des recombinaisons des autres capitaux techniques, économiques, du savoir-faire, etc. Donc ça, c'est l'espace des positions. C'est le champ comme un champ de force. Ok ? Et vous avez le champ qui est aussi un champ de lutte. Cette fois, c'est pas l'espace des positions, c'est l'espace des prises de position. Et on a un affrontement entre différentes prises de position. Et cet affrontement, il tient à la tentative de définir ce qu'on appelle la règle du champ, le nomos du champ, la loi du champ, la définition de ce qu'est la littérature, par exemple. Et donc, du coup, vous allez avoir, par exemple, au début du XXe siècle, un affrontement très vif entre, d'un côté, des tenants d'une littérature feuilletonnée, issue du roman naturaliste du XIXe siècle, un roman qui doit décrire, un roman qui doit explorer les contradictions de la société, rentrer dans les classes sociales, etc., sur la foulée des manifestes de Zola, des frères Goncourt ou de Maupassant. Et de l'autre côté, vous avez une jeune garde naissante, des jeunes loups naissants, qui derrière
André Breton, par exemple, vont proposer une nouvelle définition de la littérature en disant nous, il y en a marre de faire des descriptions. Ce qu'on veut, c'est explorer de l'inconscient, explorer les continents sombres de l'homme, comme dit Michaud, explorer des pulsions, relire Freud, faire de la poésie, faire de l'écriture automatique, etc. On a donc deux conceptions très différentes de la littérature qui s'opposent, et il va y avoir une lutte entre les acteurs de ce champ-là. Cette lutte-là, elle va prendre un certain nombre de relais, les éditeurs, les magazines, les lecteurs et les reconnaissances des élites, pour revenir sur ce que disait Manga Curator, etc. Donc voilà ce qu'est vraiment un champ. Les agents qui composent un champ, ils partagent une croyance dans l'intérêt du jeu. Faut y croire au truc. C'est vrai que quand vous lisez, voilà, quand vous êtes face à un tableau d'art moderne, il y a un moment, il faut y croire. Ce qu'on appelle l'illusio. Et l'illusio est irréductible aux autres champs. Il y a une hiérarchie selon des possessions de valeurs de capitaux spécifiques au champ. Chaque champ est doté d'une loi fondamentale qui régit ses activités et qui détermine ses enjeux. C'est ce qu'on appelle un nomos. Okay, dans le champ économique, les affaires sont les affaires. Dans un certain champ littéraire, l'art pour l'art. Ça, c'est le nomos. Et là, je pense avoir fait le tour de ce qu'on peut appeler le champ. Le champ, c'est un monde social qui est capable de produire ses propres règles. C'est son autonomie relative qui le définit. Voilà, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut partir pour comprendre ce qu'est un champ. Et pour essayer d'incarner un petit peu ça, je voudrais donner un exemple et ensuite rebasculer du côté du manga à partir d'un autre biais. Il y avait dans les années 20, il y avait un peintre, ce peintre s'appelait Dubuffet, qui était un peintre qui, ou plutôt on va dire un artiste qui touchait un petit peu à tout d'ailleurs à ce niveau-là, et cet artiste s'était rapproché des surréalistes de l'époque, de Breton, d'Éluard, etc., etc. Il s'est fait un réseau à ce moment-là. Il était proche du peintre Masson, il était proche de l'éditeur Jean Paulhan, il était proche... voilà, il s'était fait tout un réseau. Et ce Dubuffet va vite se rendre compte qu'il n'y a pas moyen de percer pour lui, et donc il va se lancer dans le business, partir aux États-Unis et se lancer dans le business du vin. Il sort donc du champ littéraire, mais il garde son réseau du champ littéraire et artistique. Par la suite, il revient. Pour quelle raison est-ce qu'il revient? Parce qu'il est tombé sur les écrits d'un psychiatre qui s'appelle Prinzhorn, et qui est un psychiatre qui s'est amusé à qui s'est mis à parfaire ses diagnostics de thérapeute à partir de l'observation des tableaux et des productions de ceux que lui il a appelé les fous, c'est-à-dire des productions des pensionnaires de ces hôpitaux psychiatriques. Et Prinzhorn a produit un certain nombre d'ouvrages qui sont tombés dans les mains de Dubuffet. Et Dubuffet, il s'est dit, là, je tiens quelque chose, quoi. Dubuffet, businessman, revient. Je vous rappelle qu'il était proche de Paulhan, un éditeur. Il avait comme ça tout un réseau de galeristes, de gens qui étaient susceptibles d'écrire des manifestes. Il se lance dans la collection de tableaux qui va aller piquer d'un asile à l'autre en Europe. Il revient avec l'intégralité de ces tableaux, et là, il commence à faire le travail. Faire le travail, ça veut dire des manifestes sur ce qu'est l'art brut, sur ce qu'est l'art des fous, une série d'expositions. Une série d'expositions qu'il propose à l'intérieur grâce au réseau de ses amis. Et en fait, ce travail-là, comme ça on verra elle est bien cette petite vidéo, je mettrai la référence, c'était juste histoire d'avoir accès à ces tableaux-là, de voir à quoi ils pouvaient ressembler. Et donc, effectivement, Dubuffet, en fait, il retourne dans le champ artistique, profite de ce réseau-là, et surtout, il a une bonne maîtrise
du nomos du chant à l'époque, qui était celui de l'exploration de l'inconscient, d'être contre la société, de retourner vers des forces mythiques, fondamentales, archétypiques. Et il va pouvoir, à travers le discours qu'il va proposer autour de ces œuvres-là, arriver un beau jour, par médias interposés, au sein du champ littéraire artistique, avec ces tableaux-là, et dire « ça, c'est de l'art ». Si moi je viens avec un tableau de ma fille et que je vous dis c'est 800 000 balles, vous allez me dire bah t'es gentil mais tu continues, excusez mes étudiants, mais tu continues à l'afficher sur ton frigo quoi. Tandis que là, et c'est ça qui est passionnant, tandis que là, Dubuffet, étant donné sa place dans le champ, étant donné le relais qu'il a entre les médias, les galeries, les circuits éditoriaux, il va pouvoir proposer une série de productions en accord avec le nomos du chant, ne brisant pas l'illusion du chant, et construire, à travers cette prise de position-là, une nouvelle position dans le champ artistique. Voilà, pour reprendre un petit peu tous les termes de Bourdieu. Et donc, pour un sociologue, qu'est-ce que c'est l'art? C'est pas un problème métaphysique, l'art. L'art, c'est ce qui est appelé art par les gens autorisés du champ. Voilà, c'est vraiment ça qui compte et sur lequel je voulais vraiment revenir quoi à ce niveau-là. Ça me paraissait important. Voilà, ça c'était pour revenir sur ce qu'on pourrait appeler un champ artistique aujourd'hui et ce qu'est le concept de champ du côté de Bourdieu. Bon, j'espère que j'ai été suffisamment clair, etc. Maintenant, qu'est-ce que c'est le champ du manga? Et quelle est la place des influenceurs à l'intérieur de ce champ du manga? Dans une approche bourdieusienne, on dirait que il y a des éditeurs, ça veut dire qu'on est sur un champ économique, avec une loi business is business, que on a de temps en temps le nomos du champ artistique encore valable aujourd'hui, européen en plus, qui tente à s'imposer à cet ensemble-là. Ça va être par exemple un certain nombre d'éditeurs qui, même s'ils vont pas faire beaucoup de profits sur des collections patrimoine, vont y relever quand même une espèce de valorisation positive auprès d'un certain public, puis auprès des institutions. Et donc ça peut être une stratégie qui peut être vendeuse à long terme ou pas. À la fin des années 90, l'ancien Boujdellah, là, le président de Toulon aussi, après, était directeur des éditions Soleil et avait lancé une série de collections très underground qui a permis à tous les dessinateurs marseillais de cette époque-là de trouver une sortie quoi et la possibilité d'être publié. En général, il signait pour 3 bandes dessinées, il était obligé d'en proposer 3, mais il y a eu le succès de l'Anfeuse de 3 et le succès de l'Anfeuse de 3 a conduit la maison d'édition à demander à ces auteurs en fait de dessiner comme je sais plus comment il s'appelle, l'Arlesquin, je me rappelle plus son nom. Et vous avez donc du coup le modèle de la femme soleil comme ça, qui est quand même quelque chose qui a fait à la fois l'unité du style de la maison d'édition et en même temps qui témoigne aussi de sa volonté d'aller, enfin voilà quoi, d'aller faire du profit. Voilà, il faut dire ce qui est quoi. Donc on voit bien à ce niveau-là les oppositions qui peuvent exister et ce qu'on pourrait appeler les hétéronomies de champ qui sont présents. Maintenant, pour comprendre le rôle des influenceurs, par exemple, je trouve qu'il va sans doute manquer quelque chose dans la thèse de Bourdieu, c'est que c'est assez difficile, même si, bien sûr, il y a eu un certain nombre d'améliorations ou de... Merci beaucoup. Ouais, c'est ça. Arleston et Tarquin, voilà, j'ai fusionné les deux. Merci, monsieur Scratch. Même si, effectivement, il va y avoir il va y avoir je sais plus. Ah oui, il va y avoir une espèce un certain nombre d'améliorations en fait qui vont être proposées
à la thèse de Bourdieu, et notamment par l'intermédiaire de Lahire, qui va beaucoup complexifier le modèle, notamment qui va abandonner l'idée d'un habitus unifié, qui va penser des systèmes de disposition qui sont transférables dans toutes les sphères d'activité, ça c'était plus Bourdieu, et dans tous les contextes, alors que lui, l'ami Lahire, notamment dans L'Homme pluriel, c'est un livre de 98, il insiste sur la pluralité des instances qui sont parfois contradictoires de socialisation, des contextes d'action dans lesquels ces dispositions se réactualisent sans cesse. Donc effectivement, il va y avoir, on va améliorer un petit peu ce truc-là. Maintenant, il manque quelque chose quand même, et on peut pas penser le rôle des influenceurs si on n'a pas ça. C'est de comprendre la chaîne qui est en jeu. Et pour pouvoir comprendre la chaîne, le processus de création d'une œuvre, je pense que le modèle de Bourdieu est sans doute moins opérant que celui d'un autre sociologue qui s'appelle Howard Becker et qui, lui, est allé dans cette direction-là. Donc voilà, je clôt un petit peu là cette phase un petit peu Bourdieu. Je reviens sur ce qu'a dit, sur ce qu'a proposé euh, Manga Curator à la fin, sa proposition aux influenceurs, non, non, etc. Et c'est pour soutenir les activités de ces groupes que les influenceurs ont émergé. Aussi, plutôt que d'être à l'origine d'un processus de légitimation du manga en France, les influenceurs sont avant tout une conséquence de celui-ci. Ça, c'est vraiment très juste, ça. C'est parce que nous disposons désormais de grands groupes dans l'édition de manga et que les gros titres qu'ils éditent revêtent toujours d'enjeux commerciaux que ces derniers ont recours aux influenceurs. À ce titre, le rôle d'un influenceur ou d'un ambassadeur est moins de réaliser un travail de prescription culturelle qui mettrait en avant un titre méconnu que de soutenir des campagnes marketing qui désormais, on le sait, peuvent atteindre de millions d'euros. Alors, euh, il y a quelque chose sur lequel je voudrais revenir et surtout, je pense que pour bien comprendre ce qu'il veut dire, ça vaudrait le coup qu'on fasse un pas de côté et qu'on aille du côté d'un autre, on va dire, contexte de pensée, contexte théorique de pensée. En fait, je vais essayer de le faire tranquillement dans l'ordre. Donc si je reprends ce que j'ai dit. Réfléchir à la question de l'univers éditorial du manga, c'est se poser la question de la répartition des capitaux et de la distinction culture légitime, culture illégitime et de ces différentes mutations en accord avec les politiques culturelles. C'est la première chose. Ensuite, une fois qu'on a vu ça, il faut voir comment se produit de l'art et comment il se produit à l'intérieur d'un champ particulier. Donc on a essayé de travailler ça et de définir la notion de champ. Maintenant, la question des influenceurs, et ça, Manga Curator, il le dit bien, elle n'est pas forcément liée à la question de la légitimité, elle est liée au soutien à des campagnes marketing. Ce qui veut dire qu'en fait, Bourdieu, il dirait simplement qu'on est là dans de l'hétéronomie de champ. Ça veut dire qu'il y a des logiques commerciales qui dominent à l'intérieur d'un champ artistique. Ce serait l'espèce de première proposition qu'on pourrait comme ça aller faire. Mais ça permet pas, premièrement, d'être assez précis, et ça nous fait passer à côté de quelque chose qui est fondamental, qui est le mécanisme et les processus fins, les processus fins qui sont en jeu. Aujourd'hui, la grande question, c'est moins celle du soutien à une campagne marketing, puisqu'on sait déjà désormais depuis quelques temps en fait qu'il y a très très peu d'impact du travail des influenceurs sur les ventes. Il y avait comme ça une expérience assez intéressante qui avait été faite par des jeunes sortant de leur école de commerce, montant leur marque de fringues et donnant énormément d'argent à des influenceurs pour essayer de vendre cette marque de fringues. Bon, ça a été un fiasco absolu. C'est parce que c'est pas comme ça que ça marche. Un influenceur, il vend pas, il fait pas vendre, il fait pas plus vendre de manga, quoi. C'est pas, il peut en faire découvrir à un certain public, ça c'est vrai, mais son rôle d'appui sur une campagne marketing est assez faible. En revanche, il y a un problème de fiscalité. Ce problème de fiscalité, il est lié au fait que quand vous avez merci à Meloku qui m'a expliqué tout ça, quand vous avez des achats de licences qui sont bloqués, un boom
Alors, artificiel ou pas, lié au pass culture ou pas, mais en tout cas, un boom de vente de manga, ça c'est évident, et lisez Xavier sur ça, quoi. Xavier Guilbert qui l'explique très très bien. Quand vous avez un boom de vente de manga, que les licences se retrouvent closes, et que vous avez la nécessité de réinvestir ce que vous avez proposé, et bien il y a un moment, vous allez augmenter les frais de com. Et donc, du coup, vous allez effectivement multiplier les partenariats avec des influenceurs qui vont plus vous apporter du point de vue de la baisse de la fiscalité que du point de vue de la vente réelle de manga. Je pense qu'il y a quelque chose vraiment qu'il faut aller chercher par rapport à ça, quoi. Ce qui fait que du coup, en fait, c'est aussi des maisons qui se solidifient pas, et au moment où la bulle éclatera, on aura un certain nombre de structures qui vont se retrouver fragilisées, les plus petits tomberont en premier, et tout tombera un petit peu en domino. Là, on est sur des mécanismes, vous allez me dire, bah, c'est de l'économie, quoi. Mais pas seulement. Le problème de l'approche de Bourdieu par champ, c'est qu'elle ne nous permet pas, en fait, d'appréhender réellement ces dynamiques-là. Pour pouvoir les appréhender, il vaut mieux mobiliser le cadre d'un autre chercheur qui s'appelle Howard Baker, qui lui a travaillé aux États-Unis et qui a conçu le concept de monde, des mondes de l'art. Le concept de monde de l'art, d'après Becker, il s'agit pour lui, en fait, déjà, on n'est pas dans une... Il faut bien comprendre la différence entre la sociologie française, bourdieusienne et durkheimienne, et la sociologie américaine, qui est beaucoup plus interactionniste et qui repose sur la prise en compte de dispositifs. Ça veut dire que, et là je vous renvoie aux différents lives qu'on a pu faire autour de Goffman par exemple, ou d'un certain nombre d'analyses que j'ai pu mener dans mes différents lives. En fait, pour Goffman, par exemple, pour le sociologue Goffman, il y a une microphysique du pouvoir, il y a des interactions qui sont engagées dans des dispositifs, des espaces-temps particuliers, et c'est ça qu'il va falloir aller étudier. Pour les sociologues américains, une institution, c'est une prison, un asile, une école, alors qu'une institution, pour la sociologie française, c'est l'école, la famille, le travail. On est dans des approches qui sont très différentes. C'est pas seulement une différence de micro et de macro, mais je vais pas rentrer dans les détails là maintenant. Et je vais essayer de me concentrer sur Becker. Mais du coup, Becker, lui, d'abord, premièrement, il fait de l'observation participative. Bourdieu, lui, il travaille quand même avec des statistiques, même s'il ne faut pas méconnaître le travail d'ethnographe de Pierre Bourdieu. Il est très intéressant, notamment sur la maison Kabyle, où c'est assez passionnant. Et dans son dernier Manet, même, où d'une certaine façon, il a une approche d'ethnographe, quoi. Maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est comment ça se passe du côté de la sociologie américaine. Vous, pour Becker, une œuvre, c'est pas une histoire de légitimité, illégitimité, de statistiques, de nombre de... Non, ça marche pas comme ça pour Becker. Pour Howard Baker, on aborde l'art à travers son aspect collectif. C'est-à-dire que lui, il aborde des activités qui font qu'une œuvre prend un aspect définitif. La conception, je reprends toutes ces catégories. L'exécution, la fabrication, la distribution, ce qu'il appelle les activités de renfort, la com, la session de salle, celui qui tient le bar du théâtre, etc. L'appréciation et la critique. Et là, vous avez toute une chaîne. Et c'est cette chaîne-là qu'il faut appréhender. C'est cette chaîne qu'il appelle une chaîne de coopération. Cette chaîne à l'intérieur de cette chaîne de coopération, chaque individu qui est pris en compte a un faisceau de tâches particulier. On est donc bien face à de la division du travail. C'est cette chaîne-là qu'il faut comprendre. Et ce qu'il faut comprendre, et c'est le plus intéressant de son travail, c'est qu'il y a du coup des conventions nécessaires qui sont partagées. Et de temps en temps, vous avez ce qu'il appelle le drame social du travail. Vous avez une manque de compréhension entre certains acteurs de cette chaîne-là. Je sais pas, il donne l'exemple, par exemple, de certains techniciens, par exemple, qui ont, dans leur convention, la convention du travail propre, bien fait, et qui peut rentrer en conflit, par exemple, avec une volonté d'artiste, pour qui le mal fait a en fait une autre valeur dans son espace de travail. Donc du coup, vous pouvez avoir ce qu'il appelle les drames sociaux du travail, mais globalement, vous êtes quand même dans un espace de convention partagée, sinon 5 musiciens de jazz pourraient pas jouer ensemble à l'unisson et improviser ensemble sur la même base. Donc, à partir de là, il va définir comme ça un certain nombre de rôles. Il y a les personnels de renfort,
Donc, depuis le chauffeur de bus qui amène les enfants qui vont assister à la représentation de théâtre, jusqu'à celui qui tient le bar, dans un resto, etc. Enfin, dans le resto où va se produire un chanteur lyrique. Il va y avoir des francs-tireurs, ceux qui vont être à l'avant-garde, et qui vont à la fois créer de la convention, mais qui en même temps vont être susceptibles d'être bloqués, de ne pas voir la chaîne de coopération se mettre en place autour d'eux. Euh, Vous allez avoir, à l'inverse, un certain nombre d'objets qui vont pouvoir aller jusqu'au terme parce que la chaîne de coopération est cohérente. Et c'est l'exemple, par exemple, de l'art brut que je vous ai donné avec du buffet. Et donc, à la limite, pour appréhender le manga aujourd'hui, il vaudrait sans doute mieux mobiliser le schéma de Becker et partir surtout qu'il y a le lien entre les pays, et analyser ces processus-là et comprendre la nature nouvelle de ces processus-là. Et essayer d'envisager à chaque étape de processus les différents drames sociaux qui pourraient être en jeu. Bon, voilà, c'était juste pour... je vais pas aller plus loin sur cette question-là aujourd'hui. Je développerai Becker dans un autre point. Aujourd'hui, je voulais surtout bien poser le concept de Bourdieu, quoi. Et j'aurai l'occasion de revenir sur Becker à un autre niveau, quoi. Mais c'est vrai que je voulais vraiment insister un petit peu sur ça et montrer comment les questions de légitimité et d'illégitimité ils sont articulées à la construction du concept de champ ou du concept de monde dans les différentes théories. Merci beaucoup, c'est cool. C'est cool. Ah, c'est bien si ça t'a un peu intéressé. Merci beaucoup, c'est gentil de ta part. Euh, voilà, bah, moi je vais continuer tranquillement en essayant de proposer une, euh, une, euh, une espèce de, comment dire, une espèce d'application en fait de ces principes de champ et de monde à l'analyse d'œuvres. Je voudrais donc rentrer dans ce que j'ai pu appeler une microtropie. Euh, voilà, normalement ça a dû revenir. C'était de ma faute, c'est moi qui me suis euh, qui a un petit peu flotté sur ça. Ouais, je voulais, à partir de ce truc-là, je voulais proposer, et je sais pas trop à ce niveau-là si c'est audacieux ou pas, de proposer cette espèce on va dire, de duo un peu particulier entre à la fois le chef-d'œuvre
de Fritz Lang qui s'appelle M le maudit, et la petite merveille de Simon qui s'appelle The Wire. Bon, je pense qu'il y a directement un écho dans The Wire au procédé de Fritz Lang. Mais je vais essayer de vous proposer une petite analyse d'œuvre. On va pas forcément aller trop loin. Je la reconstruirai à la limite une autre fois. Mais je trouvais que c'était chouette quand même de tenter de la proposer, cette analyse. Ouais, des bisous, Dark Juju, des bisous. Merci, c'était cool que tu sois venu. Merci beaucoup. Euh, je vais donc essayer de proposer une petite analyse en fait de ces deux chefs-d'œuvre, quoi. Ouais, salut Dark Juju. Et puis bah on attend ta prochaine vidéo, nous aussi. Euh, et l'unboxing là d'Angoulême là, on n'a pas eu ça. Donc voilà. Donc voilà. Donc je vais essayer de voilà. En gros, ce qui était intéressant là-dedans, c'est que vous voyez que il y a des chants ou des chants qui ont des nomos différents, qui ont des règles différentes. Et ce concept de nomos là, donc les affaires sont les affaires. Vous aviez ça par exemple dans la série, elle est très bien cette série pour ça. Dans la série Grey's Anatomy, il y a toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est que le nomos à l'hôpital. Notamment cette question-là de qui est-ce qu'on sauve, qui est-ce qu'on sauve, qui est-ce qu'on sauve. Et la série construisait des situations limites et essayait de montrer comment allait être pris telle ou telle décision. Donc par exemple le tueur ou l'agresseur et l'agressé se retrouvent tous les deux blessés. Qui on va soigner en premier? Bah pas forcément l'agressé. À un moment il y a le nomos de l'espace hospitalier et pas forcément celui de la morale. On voyait aussi à un moment un vieux et une jeune fille qui ont été transpercés par la barre du tramway qui s'est retournée. Et en fait, on peut en sauver qu'un sur les deux. Lequel on va sauver? Et ben en fait, on va pas sauver la plus jeune. On va sauver celui qui ou celle qui a le plus de susceptibilité d'être sauvé. Et en l'occurrence, c'est le vieux. Et donc du coup, c'est lui qu'on va sauver. Vous voyez, là, on a vraiment le fonctionnement du nomos, du principe du champ, directement dans du micro. Ça, c'est vraiment très intéressant. Donc c'est vrai que cette analyse du chant, donc le chant composé de son illusio, de son nomos, des gens qui prennent des positions à partir de leurs capitaux spécifiques pour trouver une espèce de place de domination, et de l'autre côté, le concept de monde de l'art de Becker, dans lequel on a cette fois-ci une série un processus en fait qui aboutit à la construction d'objets dans ce champ-là. Et c'est vrai que je voulais proposer une petite analyse, mais si on n'est que un, je vais peut-être la garder pour plus tard, quoi. Euh, Parce que je vois qu'il n'y a plus personne là. Je sais pas qui est resté, qui est là. Mais du coup, je me dis qu'à la limite, je vais peut-être plutôt l'arrêter là pour ce soir. Et puis, je la réarticulerai la prochaine fois lors d'un prochain. Ça m'aura permis de mettre en place des choses ce soir, et ça c'est cool. Moi d'avoir fait quelques tests techniques, quoi. Donc ça c'est bien. Et je vais peut-être plutôt arrêter le live là pour ce soir, et je ferai mon analyse des montages alternés de Fritz Lang et de The Wire dans le cadre d'un autre live. Je me dis qu'il vaut peut-être mieux jouer cette carte-là, quoi. Alors je sais pas qui tu es, mon spectateur, quoi. Euh, mais bon, c'est vrai, je me dis que il vaut mieux peut-être qu'on s'arrête là, et je ferai mon analyse en micro plus tard, quoi. Bon, on va se dire ça. Je vais quand même la mettre, la scène, elle est cool, quoi. Donc je vais laisser la scène un petit peu tourner, et puis moi je reprendrai tout ça euh, la prochaine fois, quand s'il y a un petit peu plus de monde la prochaine fois, quoi. Alors merci à toi qui m'as suivi, ou alors c'est peut-être que je me parle à tout seul, et puis j'essaierai de reprendre tout ça tranquillement sur d'autres bases, quoi.
Voilà, bon, je vais clore là le stream, il est 18h42, ça aura fait une petite heure 10 de stream. Et puis bah, à la prochaine, là je parle pour le replay et tout, à la prochaine pour ceux qui voudront poursuivre tout ça. Bon voilà, on va s'arrêter là pour ce soir et puis je reprendrai tout ça la prochaine fois. Bah bye bye et à la prochaine pour d'autres aventures quoi.